Le destin de Linus Hope, Anne-Laure Bondou. Chapitre 1. Assis au troisième étage du train qui le ramène chez lui, Linus Hope se bouche le nez. Les autres passagers n'y prêtent plus attention, mais lui, il ne s'habitue pas au parfum d'ambiance vanillé qui flotte dans la rame. Cette odeur douceâtre, qui imprègne jusqu'aux vêtements des voyageurs, le rend malade. Bien sûr, se dit-il, il fallait faire quelque chose pour masquer les effluves pestilentielles qui remontent de la zone industrielle enterrée. Mais pourquoi avoir choisi la vanille? C'est à se demander si les dirigeants de la compagnie transurbaine se sont déjà aventurés dans les transports depuis qu'ils ont décidé d'installer des diffuseurs. Le train glisse sans bruit, au gré des tunnels. Au-delà des vitres, il n'y a rien à voir sur des kilomètres. Que l'obscurité, régulièrement piquetée par le scintillement des loupiottes fixées sur les parois. Autrefois, au début des années 2000, le train débouchait à l'air libre dès sa sortie de Paris, mais aujourd'hui, la réglementation est plus stricte. Tout ce qui pourrait gâcher le paysage est profondément enfoui. Les anciennes voies ferrées sont devenues des lieux de promenade. Linus ouvre son ordinateur de poche. Le trajet dure 20 minutes jusqu'à sa station de banlieue. Il a amplement le temps de relire ses cours de la journée. « Salut Linus, ma petite puce !» braille soudain l'ordinateur. Linus baisse précipitamment le volume. Plusieurs personnes ont tourné la tête dans sa direction. Linus leur adresse un sourire gêné. Encore une blague de Chem. Il ne se passe pas une journée sans que ce petit malin ne lui trafique ses programmes. Cette fois, ce n'est pas méchant, mais l'autre jour, il a failli lui bousiller son écran tactile. Franchement, Chem, lui a dit Linus, tu pourrais exercer ton génie de l'informatique sur quelqu'un d'autre. Chem a pouffé dans son écharpe. Les autres me casseraient la figure, tu es le seul de toute l'école qui fasse encore preuve d'un peu d'humour. Linus soupire. Chem a raison. Depuis le début de l'année, l'ambiance de la classe se détériore de jour en jour. Les élèves se jettent des regards méfiants, chacun bosse dans son coin, et les salles de cours prennent des allures de champ de bataille. Cela se passe sans violence physique, car personne ne veut se faire exclure du système. Les coups portés restent sournois. On ne compte plus les blessures d'amour-propre, les mesquineries, les bleus à l'âme, les agressions mentales. Évidemment, l'humour n'a pas sa place dans cette arène. « Ils ont tous la trouille !» rouspète souvent Chem. « Cet examen de fin d'année les rend dingues. » L'examen de fin d'année. Linus ne pense qu'à ça lui aussi. Son passage devant le grand ordonnateur aura lieu dans 3 mois. Sa vie basculera alors d'un côté ou de l'autre en fonction de son résultat. Une évaluation supérieure à 150 lui garantira son maintien en sphère 1. Sa vie n'en sera que peu changée. Il continuera à habiter chez lui, auprès de ses parents et de sa sœur Mig, évalué à 185 il y a 2 ans. Il poursuivra ses études dans la capitale. Plus tard, il obtiendra des prêts bancaires mirobolants pour acheter une maison en zone protégée et accédera à un poste de responsabilité comme ses parents. Une note inférieure à 150, en revanche, aurait des conséquences que lui-même ne parvient pas à imaginer. Une chose est sûre, il devrait quitter son foyer en zone protégée, et qui sait ce qui l'attendrait alors. Mais pour être honnête, Linus ne risque pas grand-chose. Sans faire d'efforts particuliers, il se situe toujours parmi les meilleurs élèves. Il n'a jamais eu d'ennui avec les profs, jamais d'avertissement, et ses absences restent exceptionnelles. D'après ses parents, l'examen ne sera qu'une simple formalité. N'empêche, pense Linus, il pourrait y avoir un accident. Depuis plusieurs mois, le mot « accident » surgit régulièrement au détour de ses pensées. Il ne recouvre pour l'instant aucune réalité concrète. Il se présente seulement à son esprit, inattendu, à la fois inquiétant et tentant comme un billet d'avion vers une destination exotique. Ses réflexions l'ayant complètement absorbé, Linus s'aperçoit qu'il n'a plus le temps de revoir ses cours. Le train s'arrêtera dans 5 minutes. Autant refermer l'ordinateur. « À bientôt, ma puce !» murmure la voix synthétique. Décidément, Chem est un marrant. Et malgré ses taquineries, sans doute le meilleur copain que Linus se soit fait à l'école. Le problème, c'est qu'à force de jouer les fortes têtes, Chem risque de ne pas être admis dans la bonne sphère. Tout le monde sait que les insoumis sont envoyés en sphère 3. Là-bas, ils endurent un traitement spécial, une discipline de fer, des brimades. Ceux qui finissent par plier sont de nouveau évalués, les plus chanceux réintègrent la sphère 1. Quant aux autres, nul ne sait ce qu'ils deviennent. Mais les menaces des profs ne changent rien à l'attitude de Chem. Il continue à croiser les bras et à sourire, avec arrogance. Lorsque Linus s'inquiète, il lui donne une tape dans le dos et il s'écrie « Mais moi j'en fais ce que je veux de ton grand ordonnateur. N'oublie pas que je suis un génie de l'informatique, ma puce. Si je veux, je lui fais péter les circuits. » Par la vitre,
Linus aperçoit le halo lumineux qui annonce l'approche de la gare. Il secoue la tête. Bien sûr, Shem fanfaronne. Personne n'a jamais pu abuser le grand ordonnateur, ça se saurait. Il boutonne son blouson, range son ordinateur dans son cartable et descend les marches jusqu'au premier étage du train. Les portes coulissent en chuintant et Linus se retrouve sur le quai. Ici, plus de vanille. Il peut de nouveau respirer par le nez. Il passe son badge d'identification dans la fente du portillon. Identification Linus Hope. Accès en zone protégée autorisé. Bonne soirée, dit le portillon. Se frayant un chemin à travers la foule, Linus se dirige vers les ascenseurs. Hé Linus appelle souvent une voix familière. C'est Mig, sa grande sœur, qui rentre également de ses cours. Elle arrive vers lui, souriante et joyeuse comme d'habitude. Sur ses longues boucles de cheveux noirs, elle porte le bonnet rouge aux insignes de l'ISA, Institut supérieur d'architecture. Bonne journée demande-t-elle en embrassant Linus sur la joue. Ni bonne, ni mauvaise. Il n'y avait pas de frites à la cantine. La pauvre Yona a eu une autre sale note en biotech. Ce crétin de Rodrigue a fait pleurer Marnie. Et Shem a encore joué avec mes programmes, la routine, tu vois. Mig fronce les sourcils. Je te trouve bien blasé pour un gamin de 14 ans. Linus hausse les épaules. L'ascenseur vient d'arriver. Ils sont poussés par la foule qui s'entasse à l'intérieur. Moi, dit Mig, l'année de mon examen, j'étais très excitée. Je travaillais dur, mais c'était tellement passionnant. Tu n'as pas l'air de comprendre à quel point le jeu en vaut la chandelle. Linus regarde ses pieds et la multitude des pieds qui l'entourent. Rien qu'à leurs chaussures, on devine que ces gens vivent en zone protégée. Ils ont le pied sobre, propre et confortable de l'élite. Tu m'écoutes demande Mig légèrement agacé. Excuse-moi, je suis fatiguée. Enfin, l'ascenseur libère tout le monde. Linus se laisse porter par la vague et respire avec bonheur le froid sec du dehors. Tu vas prendre un bain régénérant à la maison, dit Mig en ajustant son bonnet. Et puis je te ferai un bon cocktail ultra vitaminé à ma façon, tu veux? Linus marche sur le bord du trottoir, le nez en l'air. Entre les branches nues des arbres, la lune d'hiver se lève déjà. Tout est calme. On entend seulement le déclic des volets roulants qui se ferment aux fenêtres des maisons, le miaulement d'un chat, un rire, et les notes d'un piano qui s'échappe d'une habitation d'artiste. Il n'y a pas de meilleur endroit au monde, non murmure Mig, qui a remarqué que Linus était ailleurs. Ils font le reste du chemin, en silence, chacun appréciant à sa manière la sérénité artificielle de la zone protégée.